Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 13 janvier. Nous reviendrons sur la mort de 2 jeunes skieurs dans l'Isère, victimes d'une avalanche. L'ensemble du manteau neigeux dans les Alpes est fragile en raison de fortes chutes de neige ces dernières heures. L'accès à la station d'Isola 2000 a d'ailleurs été coupé durant une grande partie du week-end. Toujours plus de radars sur les routes de France. Le secrétaire d'État au transport, Dominique Bussereau, avance aujourd'hui 2 chiffres. Objectif 4500 radars d'ici 2012, soit 500 dispositifs supplémentaires par an. Explication et décryptage dans un instant. La bataille politique semble lancée, c'est reparti pour une nouvelle campagne électorale. Les municipales 2008 auront un parfum de test politique pour le président de la République et il l'assume. À gauche, vous le verrez, on se prépare à relever le défi. Bertrand Delanoë a lancé aujourd'hui sa campagne pour Paris. Nicolas Sarkozy est en Arabie Saoudite, premier pays producteur de pétrole, l'or noir qui est plus que jamais là-bas sous surveillance. La crainte du terrorisme a poussé les autorités, vous le verrez, à déployer un important dispositif de protection. Nos envoyés spéciaux étaient sur place, reportage à suivre. Enfin, une exposition et un peu de rêve à la fin de ce journal avec les mystères de la perle, objet de toutes les convoitises depuis des siècles. Nous vous raconterons son histoire à la fin de ce journal. Ils avaient 23 et 27 ans et étaient partis hier pour un raid à ski hors piste dans le massif de Beldon en Isère. 2 jeunes Savoyards qui connaissaient la montagne mais qui ont pourtant été pris dans une coulée de neige. Leurs proches avaient samedi soir signalé leur disparition. Ils ont finalement été retrouvés morts aujourd'hui à 2000 mètres d'altitude. Denis Sébastien, Philippe Évêque. Ces images ont été tournées par un secouriste. Il est 13 h, les CRS viennent de retrouver un sac enfoui sous la neige. Bientôt, ils ressortiront les 2 victimes ensevelies. L'alerte avait été donnée hier soir par leur famille. Les secours, 10 hommes, 2 hélicoptères, ont été déclenchés tôt ce matin. Il leur a fallu 4 heures pour localiser les disparus. C'est en arrivant dans les contrepentes du lac du Crozet que les 2 randonneurs se sont fait manifestement emporter par une avalanche qui les a bousculés jusqu'au lac du Crozet, jusque dans l'eau, puisqu'ils ont été retrouvés dans un mélange d'eau et de neige sous 1,50 m. Les 2 hommes pratiquaient le ski de randonnée. Après une nuit en refuge, ils ont entamé hier matin leur descente alors qu'il neigeait. Aujourd'hui, le soleil était revenu et les secouristes ont pu constater qu'il y avait beaucoup de monde en montagne, malgré le risque élevé d'avalanche, 4 sur une échelle de 5 niveaux. Sur le massif de Beldon, c'est tracé partout, tous les itinéraires ont été fréquentés. D'ailleurs, au moment des recherches, 2 randonneurs en raquette nous sont passés au-dessus et on a retrouvé une autre personne aussi en solitaire qui se promenait tranquillement. Il est tombé 40 cm de neige fraîche hier, après une semaine de redoux. Une situation délicate, car le manteau neigeux n'a pas eu le temps de se stabiliser. Ces chutes de neige assez conséquentes n'ont pas trouvé de stabilité et de cohésion avec le manteau ou le relief existant. Et du coup, ça ne demande qu'à partir. Qu'on rompe la couche par le bas ou qu'on crée un surpoids en partie supérieure, ça ne demande qu'à partir. Les 2 victimes, âgées de 23 et 27 ans, étaient expérimentées et bien équipées. De nouvelles chutes de neige sont attendues dès demain soir. Le risque d'avalanche devrait rester élevé dans les prochains jours. Et sachez que l'on a appris ce soir qu'un autre skieur âgé de 26 ans est porté disparu dans le massif du Mont Blanc. Cette fois, les conditions météo sont très difficiles. Le commandant du peloton de gendarmerie de Chamonix estime ce soir qu'il n'y a plus de chance de le retrouver vivant. Météo France avait pourtant émis un bulletin évaluant à 4 sur une échelle de 5 le risque d'avalanche sur les différents massifs des Alpes. La raison de tout cela, d'importantes chutes de neige depuis déjà plusieurs jours. Autre illustration, moins dramatique, celle-là de la fragilité du manteau neigeux. La station d'Isola 2000 s'est retrouvée coupée du monde une partie du week-end. Reportage Julien Dupéret et Virgilie Adot. Enfin, la voie est libre. Il est 14 h. Les centaines de voitures bloquées depuis hier matin s'élancent en convoi vers la vallée. Les vacanciers rentrent chez eux. Contente de partir? Ah oui, oui. On veut de l'eau chaude, une douche, changer les vêtements. C'est dommage parce que là il commence à faire beau, ça va être praticable, mais bon. Ouais, il faut qu'on rentre, malheureusement. 80 cm de neige fraîche, un risque élevé d'avalanche. L'unique route qui mène à la station était devenue trop dangereuse. Alors, il a fallu s'organiser. Hier matin, on devait partir, nous. Sur Marseille, on est bloqué. Galère. Je suis resté dans la résidence hôtelière et gentiment ils m'ont hébergé, c'est le mot hébergé, parce qu'ils m'ont pas fait payer la journée supplémentaire. Des heures d'attente pour les touristes, des heures de travail pour les agents de la station. Tôt ce matin, cet hélicoptère est entré en action, armé de dynamite. Il déclenche des dizaines d'avalanches juste au-dessus de la route.
En contrebas, les chasse-neige, eux, s'activent pour déblayer l'impressionnant manteau neigeux. La route est complètement dégagée, les gens vont monter et surtout sans risque d'être pris par une avalanche. Ce soir, à Isola 2000, le chassé-croisé des voitures a donc repris et les skieurs sont à nouveau sur les pistes dans des conditions de glisse idéales, 2,50 m de neige en haut de la station. Mais prudence car le risque d'avalanche reste très élevé, en particulier pour le ski hors piste. C'est le chiffre du jour. La France souhaite atteindre l'objectif de 4500 radars d'ici 2012. Le gouvernement entend donc maintenir la pression sur les routes. Il faut reconnaître que le nombre de victimes d'accidents est en baisse depuis la mise en place de ces radars. Une politique qui rapporte également à l'État 450 millions d'euros par an. Florence Mavic, Valérie Gagé. Tournés en dérision par ces plaisantins qui déclenchent le flash en déboulant sur leur luge, repérés par un mouchard embarqué dans la voiture ou malmenés par des vandales, le radar est la tête de turc d'un certain nombre de Français. Pourtant, c'est loin d'être une espèce en voie de disparition. 500 nouveaux individus fleuriront sur le bord de nos routes cette année. Encore des radars? Oh la vache. Qu'est-ce que vous en pensez? La merde. Comme d'habitude. Pourquoi? Ah bah, ils comptent l'argent. Je travaille au SAMU, donc je peux dire qu'une chose, c'est que c'est très bien. Donc oui, c'est utile. En 2007, 4615 personnes ont été tuées sur les routes. Une baisse de 2% par rapport à l'an dernier. Pas suffisant pour le gouvernement. Il faut davantage de contrôle, en particulier sur les routes secondaires. C'est là où les excès de vitesse sont les plus fréquents. Les associations de défense des victimes de la route réclament aussi une autre mesure. Ce qui est facile ou rapide à faire, ce sont les prises de vitesse par l'arrière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de véhicules qui sont en excès de vitesse qu'on ne peut pas identifier parce que les photos se font par l'avant. Pointer du doigt les motos. L'an dernier, 14 millions d'infractions ont été constatées, 1 200 000 concernaient les deux roues. Plus de radars, pourquoi pas, admet l'association de défense des automobilistes, mais ça n'est pas la recette miracle. Nous plaidons pour une amélioration importante du réseau routier du point de vue de la sécurité. Il y a encore beaucoup trop d'endroits qui sont dangereux. Passer sous la barre des 3000 morts par an en 2012, c'est l'objectif fixé par le président de la République. Michel Alliot-Marie se dit indigné. Le Premier ministre François Fillon se rendra sur place demain. Voilà la réaction du gouvernement après les exactions commises hier soir au sein de l'Assemblée territoriale corse à Ajaccio. Une cinquantaine de manifestants nationalistes ont occupé l'Assemblée et un incendie s'est ensuite déclaré dans le bureau de la présidence. Franck Genozo. C'est un lieu symbolique, le bureau du président du Conseil exécutif de l'Assemblée corse. Il n'en reste qu'un amas de cendres. C'est inadmissible d'aller mettre un incendie qui est criminel en obstruant les portes pour empêcher l'accès ou des forces de l'ordre ou des pompiers qui ont été retardés. Hier soir, vers 22h30, les flammes ravagent une partie du 5e étage de l'Assemblée. Il faut évacuer dans l'urgence. Le face-à-face entre les militants nationalistes qui occupaient les lieux et les policiers est électrique. Les forces de l'ordre chargent. Bilan, une policière blessée et un suspect arrêté. C'est un jeune militant nationaliste bien connu des enquêteurs. Ce soir, sa garde à vue devrait être prolongée de 24 heures. Il nie avoir allumé le feu. Pour l'instant, nous recherchons toutes les personnes qui se trouvaient encore dans le bâtiment au moment où il a pris feu, c'est-à-dire une quarantaine de personnes selon les premiers témoignages recueillis. Au départ, hier après-midi, plusieurs centaines de manifestants entrent par effraction dans l'hémicycle de l'Assemblée. Ils protestent contre ce qu'ils appellent la répression de l'État. Depuis la condamnation d'Ivan Colonna pour l'assassinat du préfet Erignac, le contexte est tendu en Corse. Pas une semaine sans attentat, comme la nuit dernière à Bastia. Ce soir pourtant, certaines voix parmi les nationalistes s'élèvent pour dénoncer l'incendie de la nuit dernière. Il n'existe aucune justification à cet acte de violence qui est totalement déraisonnable. Ce soir, seul le mouvement Corsica Nation ne condamne pas l'incendie. Le Premier ministre François Fillon a prévu de se rendre sur les lieux demain après-midi.
Et autre action hier et autre cible, la façade du palais de justice, toujours à Ajaccio, a été mitraillée à l'arme automatique sans faire de victimes. L'actualité politique de ce week-end et la campagne pour les municipales semble bel et bien lancée. Nicolas Sarkozy, hier devant l'UMP, en a fait un enjeu de test national. Défi relevé hier soir par Ségolène Royal sur ce plateau. Aujourd'hui, c'était au tour de Bertrand Delanoë d'entrer en lice. Il a présenté son programme, Bertrand Delanoë, qui ostensiblement ne parle pour le moment que d'une chose. Paris, encore Paris, toujours Paris. Thierry Curtet, Arnaud Wust. Du calme, hein, du calme. Garder son calme. La course à la mairie ne fait que commencer. À Paris, c'est donc Bertrand Delanoë qui le premier a présenté ses listes, son programme. Depuis un café branché de la capitale, il met en avant sa volonté de construire 40 000 nouveaux logements sociaux. Deuxième priorité, les transports en commun. Bertrand Delanoë n'avait ce matin en tête que la bataille politique locale, refusant les affichages nationaux et les débauchages spectaculaires. Au lieu de chercher des accords politiciens ou de débauchage, j'ai préféré chercher les qualités personnelles, les expériences et l'enrichissement de la représentation de Paris. Cette semaine, ce sont ses concurrents de l'UMP et du MoDem qui présenteront à leur tour leur liste parisienne. Hier, lors de son bureau national, l'UMP a annoncé sa volonté de faire des prochaines élections municipales un test grandeur nature de la politique de Nicolas Sarkozy. Je serai à vos côtés pour mener la bataille des municipales. J'y serai avec le gouvernement, non pas pour détourner ce scrutin de son évidente dimension locale, mais pour rappeler que ce qui se fait pour la France n'est pas dissociable de ce qui peut se faire dans nos communes. La réponse de l'opposition ne s'est pas fait attendre. Ségolène Royal, sur notre antenne hier, prenait cette volonté à la lettre. Si les Français pensent, si nous pensons qu'il a été le président du pouvoir d'achat depuis les 7 mois qu'il est au gouvernement, alors prenons-en acte. Et si ça n'est pas le cas, votons donc massivement pour la gauche lors de ces élections municipales. Les scrutins municipaux et cantonaux auront lieu les 9 et 16 mars prochains. Tous les ingrédients sont donc réunis pour que le ton monte. A noter que dans un sondage LH2 à paraître demain dans Libération, 79% des Français estiment qu'ils voteront lors de ces élections municipales pour des enjeux locaux et ils ne sont que 20% à leur donner une dimension nationale. Enfin, cette phrase qui va certainement susciter un certain nombre de commentaires, extraite d'une interview à paraître demain dans La Croix. Elle est signée de la ministre de la Ville, Christine Boutin, qui affirme qu'elle ne croit pas dans le plan banlieue, et cela quelques jours seulement avant la présentation de ce plan par la secrétaire d'État à la Ville, Fadela Amara. À l'étranger, les choses se sont précipitées. En fin de journée à Bogota, l'ex-otage Clara Rojas vient de rejoindre son pays, la Colombie. On retrouve tout de suite sur place Dorothée Olyric. Bonsoir Dorothée. Alors quelles sont les dernières informations et que va-t-il se passer maintenant pour la collaboratrice d'Ingrid Betancourt ? Écoutez, son avion vient de se poser il y a très précisément 5 minutes. Elle vient de descendre habillée de rose, radieuse, vraiment, véritablement. Et elle hésite un petit peu. Et là, maintenant, elle doit s'exprimer, faire ses premières déclarations. Ce qu'on sait, c'est qu'avant de décoller de Caracas, elle a dit « Ma priorité, c'est retrouver mon enfant, le serrer dans mes bras et déjeuner avec lui. » Je vous rappelle qu'il est 6 heures de moins, il est 14 heures ici en Colombie. Alors, bien sûr, elle ne va pas retrouver ce petit Emmanuel devant les caméras sur cet aéroport militaire, mais très possiblement, dans les toutes prochaines minutes, dans les prochaines heures, on pourrait l'emmener déjeuner, rencontrer ce fils. Il faut rappeler qu'elle a été séparée d'Emmanuel quand il avait 8 mois. Le petit garçon a aujourd'hui 3 ans et demi. Donc ce sont des retrouvailles qui vont émouvoir toute la Colombie, bien évidemment. Merci Dorothée. Clara Rojas a donc retrouvé la liberté jeudi après 6 ans de captivité. Une libération qui a un parfum particulier pour les proches d'Ingrid Betancourt. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'histoire des deux femmes était liée depuis le premier jour de leur enlèvement. Elles étaient ce jour-là ensemble. Pour mieux comprendre l'origine de tout cela, nous vous proposerons ce soir de revenir sur ce jour d'enlèvement des deux femmes. Comment les choses se sont déroulées le 23 février 2002. C'est le grand format de ce soir et il est signé Pierre Monégier et Michel Perrard. Ce matin-là, elle l'ignore, mais à l'aéroport de Bogota, Clara Rojas et Ingrid Betancourt entament leur dernière journée de liberté. Elles se sont donné une mission précise. Nous devons aller à San Vicente pour être avec les habitants dans cette période très difficile. San Vicente. Depuis 3 jours, la ville est au bord de la guerre civile. Les pourparlers entre l'armée et les FARC ont été brutalement interrompus. Les habitants craignent d'être pris entre deux feux. Accompagnés de journalistes,
Les deux femmes s'envolent pour Florencia, base arrière de l'armée, où un hélicoptère doit les escorter. Elles pensent que leur présence rassurera les habitants. Toute la matinée, elles attendent l'hélicoptère qu'on leur a promis. Mais les militaires ont de nouveaux ordres. Le président sortant veut lui aussi se rendre sur place, sans s'encombrer d'une rivale politique. Maintenant, notre seule solution, c'est d'y aller par la route, alors que la situation sur le terrain est très compliquée. On lui donne une voiture, mais ses gardes du corps reçoivent l'ordre de rester. On lui donne les moyens, mais sans sécurité. Seule protection, des drapeaux blancs et des affiches de campagne pour camoufler cette voiture militaire. 5 personnes montent à bord. Aux côtés d'Ingrid Betancourt, un caméraman, le photographe Alain Keller, Clara Rojas et Adair Lamprea qui prend le volant. C'est une route qu'ils connaissent bien pour l'avoir déjà empruntée plus tôt dans la campagne électorale. Mais elle est aujourd'hui déserte et truffée de mines, jusqu'au dernier barrage tenu par l'armée. Et ils me disent, où est-ce que vous allez? Je réponds, on va vers San Vicente del Cagan. Et ils me disent, bonne chance. À aucun moment ils ne m'ont dit, c'est interdit, la route est barrée. Ils sont maintenant sur le territoire des guérilleros. Sur la route, ils sont devancés par une camionnette de la Croix-Rouge jusqu'à l'entrée du village de Pauxil. 20 mètres plus loin, la camionnette s'arrête. Je freine moi aussi, et tout d'un coup, un guérillero surgit. Ingrid Betancourt sort alors de la voiture et va au-devant de ces hommes qui leur barrent la route. Et elle leur dit, je suis Ingrid Betancourt, je voudrais parler à votre chef. Les FARC les font patienter sur le bas-côté. Tout à coup, boum, et notre voiture se met à trembler dans tous les sens. Un guérillero vient de marcher sur une mine. Et Ingrid leur dit, vite, mettez-le dans la voiture, vite, sinon il va mourir, il faut l'emmener à l'hôpital. Si ce jeune guérillero n'avait pas sauté sur une mine, on peut peut-être imaginer qu'il aurait peut-être pu continuer son chemin. Les FARC prennent alors le contrôle de la voiture. Ils quittent la route de San Vicente et rejoignent bientôt un de leurs campements. Ils demandent à Ingrid de venir avec eux et à nous, les trois hommes, c'est-à-dire Adair, le caméraman qui filmait pour Ingrid et moi, de marcher sans nous retourner en allant dans l'autre direction. Reste la question de Clara Rojas, le bras droit, la confidente et l'amie d'Ingrid Betancourt. Quand maman est séparée des autres, Clara décide de la suivre. Et ça, je connais pas beaucoup de gens qui feraient ça. Ça, c'est vraiment pas évident. Surtout, la suivre où? Elle ne savait pas où, qu'est-ce qui allait se passer, où elles allaient être emmenées. Probablement, l'une comme l'autre, surtout probablement chez Clara, se disant, Ingrid va avoir besoin de moi, et puis si on est deux femmes, on va pouvoir s'entraider, et ça ne va pas peut-être durer longtemps, ça durera moins longtemps. Pas longtemps pour les 3 hommes, mais presque 6 années de captivité pour Clara Rojas et pour Ingrid Betancourt, toujours otage. Voilà pour ce document. Nicolas Sarkozy a entamé aujourd'hui une visite dans 3 monarchies du Golfe. Il est arrivé cet après-midi en Arabie Saoudite, pays stratégique à bien des égards et notamment en raison de l'influence croissante du prix du pétrole sur notre quotidien. L'Arabie Saoudite n'est autre que le premier pays producteur de brut, une richesse désormais plus que protégée du terrorisme en particulier. Et c'est ce qu'ont pu constater nos équipes sur place. Reportage Bernard Lebrun et Patrick Desmully. Le Golfe arabo-persique, la mer de toutes les tensions. Là-bas au large, à moins de 300 km, se trouve l'Iran. Ici, en face, sont les énormes réserves d'Arabie Saoudite. Et c'est sur cette mer que transite 40% de la production mondiale de pétrole. Alors le moindre incident, sur mer comme sur terre, fait immédiatement monter en flèche le prix du baril. C'est pourquoi l'accès aux sites pétroliers de ce pays, numéro 1 de la production d'or noir avec plus de 10 millions de barils jour, est désormais placé sous haute surveillance. N'entre pas qui veut à la raffinerie de Ras Tanura, la plus importante du Moyen-Orient. Tous les véhicules sont fouillés. 9000 hommes de cette force spéciale de sécurité des sites pétroliers ont pris leurs fonctions en novembre et désormais, même les agents de sécurité de l'Aramco, la puissante compagnie pétrolière du pays, sont contrôlés. Premier objectif, déjouer les attentats terroristes. Cet officier était présent dans la région lors de la dernière importante tentative.
Il y a eu cet incident à Abqaiq. C'est le dernier en date et j'espère bien que c'est le dernier pour toujours. Un incident. Ce jour-là à Abqaiq, Al-Qaïda revendique sa première attaque contre des installations pétrolières. 2 gardiens succombent, mais stoppent la voiture piégée. Le cours du baril, lui, grimpe de $10 la même journée. Cette région est capitale pour l'économie pétrolière du pays. La sécuriser, ce n'est pas seulement important pour le royaume, mais pour le monde entier. Et puis l'on sait que l'Arabie redoute d'éventuelles mesures de rétorsion de son voisin, l'Iran. Ces nouvelles forces de sécurité seront placées sous le commandement direct du ministère de l'Intérieur. Raison principale de leur création, dégager l'armée régulière saoudienne de ses fonctions subalternes de surveillance pour mieux se consacrer à la défense du territoire. Depuis plus de 3 semaines maintenant, 2 journalistes français, Thomas Dandois et Pierre Cresson, sont retenus dans les prisons nigériennes. Leur crime aux yeux de la justice du pays, la réalisation d'un reportage sur la rébellion Touareg dans le nord du pays. Aujourd'hui, un rassemblement silencieux de soutien était organisé au Trocadéro, à Paris, et cela à quelques jours d'une convocation clé devant leur juge. Reportage Christian Autain et Sylvain Gauthier. Une simple affiche pour réclamer la libération de Thomas Dandois et de Pierre Cresson. Rassemblés en silence sur le parvis des droits de l'homme, des proches et des personnalités. Déjà 26 jours de prison pour les 2 journalistes inculpés d'atteinte à la sûreté de l'État. Aujourd'hui, le comité de soutien lance un appel aux autorités du Niger. C'est vrai, ils n'ont pas respecté les règles au pied de la lettre, on ne leur avait pas donné l'autorisation de filmer, ils ont filmé, mais ce n'est pas un crime, ce n'est pas une atteinte à la sûreté de l'État, il y a une disproportion. Les 2 journalistes effectuaient un reportage pour la chaîne Arte sur la rébellion Touareg dans le nord du pays. Une zone strictement interdite à la presse. Thomas Dandois et Pierre Cresson avaient obtenu une autorisation pour des sujets sur la grippe aviaire. Un subterfuge pour pouvoir exercer leur métier. On a là 2 confrères qui ont été arrêtés et qui sont toujours emprisonnés parce qu'ils ont fait leur travail. Faire son travail dans un conflit, c'est faire parler et les uns et les autres. C'est faire parler le gouvernement et c'est faire parler les rebelles. Mardi prochain, les 2 Français vont être présentés devant un juge à Niamey. Des proches, accompagnés de l'association Reporters sans frontières, seront sur place pour les assister. La colère maintenant des tenailleurs de l'Hérault qui se voient interdire la pêche au thon rouge et donc sa vente par l'Union européenne depuis le début de l'année. Cependant, ils entendent braver ces interdictions et ils ont aujourd'hui organisé une opération de communication autour de leur activité à Palavas. Véronique Gaglione et Pascal Ponce. Ce sont les premiers thons rouges de l'année. Ils auraient pu se vendre jusqu'à 18 € le kilo ici sur le quai. Mais aujourd'hui, les pêcheurs ont décidé de les offrir. Ça vous fait pas mal au cœur de donner le poisson? Eh si, mais bon, on n'a pas le choix alors. Il faut que ça dure, mais parce qu'on nous interdit de le vendre, donc on le donne. Moi, je pense qu'ils sont bien faits de le faire. Ils vont travailler pour rien, mais on va le savoir. Théoriquement, ils ne doivent ni pêcher ni vendre. L'Europe a interdit la tenaille au 1er janvier. Mais ces petits pêcheurs sont quand même sortis en mer. Question de survie, disent-ils. Ils ne prennent que 5% des quotas de thon français et ne veulent pas être assimilés aux gros tonniers. Pourquoi on nous empêche de pêcher du poisson devant nos côtes là? Et on va autoriser les gros bateaux à piller les mers dans les eaux internationales. C'est injuste, hein? La tenaille, le filet interdit, le voici, utilisé depuis des siècles, mais jugé trop peu sélectif par Bruxelles. L'alternative proposée, c'est la pêche à la palangre, une ligne avec des hameçons au grand large, mais il faudrait plus de matelots et surtout de nouveaux équipements. On n'a pas des bateaux équipés pour aller à la palangre, parce que la palangre se fait dans des eaux à 40, 50 000, même 60 000 des côtes. Donc c'est pas avec nos bateaux qu'on va aller là-bas. La France a déposé un recours contre la décision européenne, mais en attendant, les tenailleurs veulent savoir quoi faire. S'ils se rabattent sur la sole ou sur le merlan, les ressources locales ne suffiront pas. Social toujours avec ce soir un coup de projecteur sur une école de la seconde chance pour des hommes et des femmes à la recherche d'un emploi. Une filière, pas comme les autres, qui a su séduire, un programme d'immersion de 10 mois au cœur de l'univers du cheval. Reportage Julien Beaumont et Delphine Paric-Miller. Leur carrière était au pas, les voilà de nouveau en selle. Une quinzaine d'élèves de tous âges et de tous horizons en formation gratuite pour devenir cavaliers d'entraînement. Seule condition, être au chômage et adorer les chevaux.
travaille vraiment sur le cheval. Vous avez fait quoi avant? Avant? Avant, j'étais demandeur d'emploi et juste avant de venir ici, j'étais contrôleuse de sous-vêtements. Une école de la seconde chance, proche de la réalité. Alors Frédéric, tira devant, on partira d'ici. Avec des chevaux de course, sur les mêmes pistes d'entraînement que les pros, aux mêmes horaires. Ils ne sont pas habitués à travailler, à se lever tôt, à recevoir des ordres. Il y a une seule chose à faire, c'est qu'on les met à cheval, ils prennent du plaisir, ils vont apprendre à travailler, malgré tout. Et ensuite, ils vont venir au travail pour le cheval. Pendant 10 mois, toutes les phases du métier sont passées en revue, de l'entraînement jusqu'aux soins à apporter aux galopeurs. C'est vraiment l'occasion pour moi de retourner vraiment près et avoir des contacts avec les chevaux. Que de me retrouver en usine et pas me sentir à l'aise du tout. Depuis 4 ans, cette formation est un succès. 80% des élèves trouvent à la sortie un emploi, à l'image de Géraldine Vasseur. Ancienne biologiste, elle a perdu 40% de salaire, mais a gagné en plaisir. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, vous, cette formation? Le fait d'avoir un métier passionnant et intéressant, puis réaliser le rêve de ma vie. Son rôle, entraîner des chevaux de course hors de prix. Et pourtant, c'est en toute confiance que Corinne Barbe les confie à Géraldine. Car les élèves issus de la formation sont très recherchés. Ils ont commencé plus tard, ils sont peut-être plus motivés aussi, puisque c'est un choix d'adulte. Une initiative en partie financée par les sociétés de course, car aujourd'hui le monde du trot et du galop est un secteur qui embauche. 3 semaines après le Noël 2007, ils préparent déjà le Noël 2008. Les professionnels du jouet étaient réunis à Paris ce week-end. Et notre équipe vous propose avant l'heure les tendances pour l'année prochaine. Martin Gouès et Chloé Cormery. Ne cherchez pas, dans les allées de ce salon, nous n'avons pas trouvé un seul enfant. Ce sont les adultes qui jouent. Je pense qu'en s'entraînant, on devrait réussir. Et leurs conversations peuvent parfois sembler un peu étranges. En fait, moi je faisais le clown par rapport à la clientèle garçon. Ouais. Les singes et rouges, ça passe très bien pour les garçons aussi. Oui, tout à fait. Ici, on prépare Noël prochain, c'est dans 11 mois et demi, mais déjà une grande tendance se dégage. Là, on a l'alter. Il y a pas mal de jeux écolo un petit peu, ou consonance un peu éco, qui bio. Ça devient pas mal à la mode. Pour sensibiliser les enfants au recyclage et à la valorisation des déchets. Et qui dit écolo dit retour des jouets traditionnels, en bois. Depuis quelques années, ils reviennent au galop. Il y a le jouet ancien, genre le cheval à bascule, qui est vraiment, je dirais, l'éternel. Et là où on retravaille, je dirais, le design, les couleurs, pour les adapter un petit peu aux tendances actuelles. Les best-sellers de Noël dernier vont encore se décliner, poupées pour les filles, voitures pour les garçons. Mais à Noël prochain, un jouet sur 4 sera une licence, c'est-à-dire né d'un héros déjà existant. L'industrie du jouet a besoin d'innovation, a besoin de créativité, et cette créativité, actuellement, elle vient beaucoup par la production des séries télé, des films. L'électronique va devenir invisible, comme dans ce dinosaure bourré de capteurs. Il coûtera quand même plus de 350 €. La page sport de ce dimanche avec du football et le Paris Saint-Germain qui semble apprécier 2008 du rugby, la victoire de Clermont en Coupe d'Europe, et puis plus étonnant, du ski cross avec une Française qui brille, Christophe Duchiron. De la même couleur que le ballon jaune, il y avait le rire jaune des joueurs du PSG, incapables de gagner un match à domicile depuis 8 mois. Mais en fin d'après-midi, face aux Lensois, changement de limonade, puisque les Parisiens ont gagné chez eux au Parc des Princes. 3 buts en deuxième période, le premier grâce à Paoletta et les 2 autres grâce à Diané, le tout en 9 minutes chrono. Au classement pour l'instant, les Parisiens remontent à la 11e place alors que les Lensois s'enfoncent en position de relégable. C'est triste, comme la mine de Jean-Pierre Papin, leur entraîneur. Eu égard à la couleur de leur maillot, on appelle les Clermontois les jaunards. C'est jaune comme le poussin, comme le pastis, comme le citron et comme le carton que l'arbitre va brandir 3 fois afin d'expulser temporairement 3 Clermontois indisciplinés. En première période, quand ils jouaient à 15, les maillots jaunes ont brillé. 2 essais, dont celui-ci de Mario Ledesma. Au repos, ils mènent 23-6. En deuxième période, les Irlandais de la province du Munster vont se refaire la cerise, de couleur rouge comme leur maillot. Ils profitent de l'infériorité numérique des jaunes pour revenir au score. Un essai transformé et 4 pénalités. Mais à l'arrivée, Clermont l'emporte 26-19 et conserve encore une petite chance de se qualifier pour les quarts de finale.
Avec le sourire aux lèvres et un bouquet de fleurs en main, la Française Ophélie David, 30 ans, s'est imposée aujourd'hui en Coupe du Monde de ski cross au Contamine. Le ski cross, c'est une spectaculaire épreuve de glisse, de saut, où il faut soigner les trajectoires. C'est aussi une épreuve qui sera discipline olympique à Vancouver dans 2 ans. Ophélie descendue mieux que ses 2 adversaires de la finale en casque noir et maillot jaune. Jaune comme le maillot des rugbymen de Clermont et jaune comme le ballon de foot des Parisiens. Un peu de rêve maintenant, défilé des pêcheurs du Yémen au comptoir des bijouteries occidentales. La perle effectue un long parcours pour arriver autour de votre cou. Elle passionne les scientifiques, les historiens et les artistes qui la façonnent et la modèlent. Au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, une exposition s'attarde pour la première fois sur ces quelques grammes de nacre. Estelle Collin, Samuel Humez. Elle a 200 millions d'années. Apanage des dieux, des princes et des stars, elle est adulée au même titre que le diamant. Marilyn Monroe ne s'y était pas trompée. Alors pour être sûr d'avoir une belle perle, il faut d'abord que ce soit un coup de cœur. Il faut d'abord y avoir une émotion en la regardant. La qualité suprême, c'est l'Orient. Alors ça, c'est dû à la décomposition de la lumière dans les couches à l'intérieur de la perle qui va ressortir sous forme de petit arc-en-ciel qui va donner une sorte d'irisation. Et quand on rencontre une perle qui a justement cet Orient qui est bien présent, alors là, c'est la merveille absolue. Une merveille dont les Chinois croyaient qu'elle naissait dans le cerveau des dragons. Longtemps, sa pêche fut meurtrière, il fallait plonger en apnée à plus de 40 mètres, éviter les requins. De l'Asie du Sud-Est aux Amériques, du golfe Persique à la Polynésie, c'est la chasse au trésor. Un trésor aujourd'hui cultivé grâce à la découverte du japonais Kokichi Mikimoto en 1893, qui fut le premier de l'histoire à greffer l'huître et faire naître une perle. Un des moyens de se défendre est d'utiliser la capacité qu'elle a d'entourer les intrus d'une couche de nacre, celle qu'elle utilise pour tapisser l'intérieur de sa coquille. Noire, rose, blanche, bleue ou verte, il en existe de plus rares que d'autres. La perle de Mélo est la reine, la perle de Conche, née du Lambis, 1 sur 100 000 coquillages. Ces larmes de Vénus ont de tout temps inspiré la création. Parfaitement rondes ou baroques, elles ont donné lieu à de véritables bestiaires. Résultat, l'an dernier, le marché des bijoux en perles de culture pesait 160 millions d'euros, mais encore faut-il trouver la perle rare. Si vous souhaitez un collier exceptionnel d'1 million d'euros, de 150 000 euros, si nous ne l'avons pas en stock, c'est la nature qui le fabrique. Donc il faut être patient. Oui, l'exceptionnel, il faut de la patience. 10 ans. Il aura fallu 10 ans pour réussir un tel mariage de perles que la nature a créé, parfaitement identiques. La page cinéma, maintenant avec la sortie mercredi de 4 minutes, un film allemand déjà couronné d'une vingtaine de prix. Le cinéma allemand qui depuis quelques années nous a apporté plusieurs surprises. Goodbye Lénine, La vie des autres, et en voici donc un nouvel exemple étonnant que nous dévoilent Marie Jaujoin et Philippe Mugerin. Comment voulez-vous jouer au piano avec des mains pareilles? J'en ai pas d'autres. Faites-la sortir. Une inconnue de 26 ans au visage d'ange, dans la peau d'une meurtrière, que l'on va découvrir musicienne prodige. Anna Hirschsprung a eu le rôle au bluff. Elle ne connaissait pas une seule note de musique, 6 mois de répétition. Quant au scénario, il s'inspire de l'histoire d'une vieille dame, professeure de piano pendant 60 ans dans la même prison pour femmes. Le reste, c'est de la fiction, une relation passionnée entre une enseignante rigide et une jeune femme violente et suicidaire, dont on apprend qu'elle a été victime d'un inceste. Un concours spécialement destiné aux jeunes espoirs, en dessous de 21 ans. N'importe qui a le droit d'y participer, je veux que vous arriviez en finale. J'ai été fascinée et passionnée par ce personnage. Pourquoi elle est devenue comme ça, d'une telle violence? J'ai repensé à tout cela en jouant. J'ai voulu en quelque sorte lui rendre son histoire et les sentiments qui vont avec. Dans un costume pareil, c'est pas la peine de se présenter. 2 générations, 2 univers, 2 passés chargés de souffrance et 2 étrangères qui vont apprendre, si ce n'est à s'aimer, à se respecter. Oh non. Oh que si. Sous aucun prétexte. Il s'agit plus dans cette histoire de quelqu'un qui se reconstruit grâce à la musique. Mais on peut dire aussi que c'est une histoire d'amour au sens abstrait du terme. Mais comment répéter un concours en prison? C'est aussi la rage qui éclate ici. Comment laisser la musique prendre le pas sur l'enfermement?
Pour le rôle, Anna a rencontré plusieurs détenus, une expérience qui l'a marquée. J'ai mis pas mal de temps à réaliser qu'elles étaient vraiment détenues. Quand vous leur parlez, ce sont juste des êtres humains que vous avez en face de vous. Elles ne vous ont rien fait et vous ne pouvez pas lire dans leurs yeux qu'elles ont tué quelqu'un ou fait autre chose. Reste une ouverture en mode majeur sur l'univers carcéral féminin. Je n'aime qu'une seule chose, la musique. Mais surtout sur la passion de la musique qui forcément évoque la liberté. Et comme chaque dimanche, nous faisons le point sur le box-office des sorties cinéma de la semaine en France. En tête, Into the Wild, le film de Sean Penn, un voyage bouleversant au cœur de la nature. Puis 30 jours de nuit, preuve une nouvelle fois que les films d'horreur ont toujours leur public avec les adolescents. Et puis Reviens-moi avec Keira Knightley, une comédie romantique dont nous vous parlions la semaine dernière. Enfin, Détention secrète avec Meryl Streep, un film sur l'emprisonnement de terroristes présumés dans des lieux tenus secrets. Avant de terminer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations, la mort de 2 jeunes skieurs savoyards dans une avalanche dans le massif de Beldon en Isère. Ce soir, un autre skieur est porté disparu dans le massif du Mont Blanc. Météo France estime toujours que le risque d'avalanche est important. Le manteau neigeux reste extrêmement fragile. Attention donc toujours au ski hors piste. Voilà pour l'actualité de cette fin de week-end. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, Isabelle Martinet, 20h50 du cinéma avec un très bon film signé Costa Gavras, Le coup près avec José Garcia et Karine Viard. Vous retrouvez dès demain pour l'information Élise Lucet à 13h et David Pujadas à 20h. Passez une très belle soirée. Au revoir. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.